C'est un pas vers la résolution de la crise de l'éducation. Gouvernement et syndicats ensemble, ils ont signé il y a quelques heures un procès verbal portant rédaction du statut valorisant. Une rédaction qui démarre lundi prochain. Les acteurs de l'éducation ont 21 jours pour sortir le projet à soumettre au Conseil des ministres pour adoption. Les bons points du Burkina Faso en matière de liberté de la presse, premier en Afrique francophone, mais la presse burkinabé reste confrontée à des menaces qui pourraient compromettre dangereusement ses acquis en matière de liberté. Des entreprises de presse économiquement peu viables. Il y a aussi le contexte sécuritaire difficile. La réflexion est menée ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Cette question récurrente au sein de l'opinion publique burkinabé, où va l'argent de l'or? Pas d'inquiétude à se faire, répond le ministre des Mines et des Carrières. Les ressources générées par l'exploitation minière augmentent d'année en année et elles sont bien gérées. Vous allez l'entendre dans un instant. Voici pour le sommaire de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. La crise de l'éducation, pour commencer avec cet accord qui vient d'être signé entre le gouvernement et les syndicats. Pas un accord de sortie de crise. Il s'agit d'un procès verbal du projet d'élaboration du statut valorisant de l'enseignant. Un processus de rédaction qui démarre lundi prochain et qui va durer 21 jours. Ce procès verbal pourra-t-il ramener la calmie au front sur le sujet? Le flou reste entier. Didier Daourou, Roméo Koïta. Une signature qui marque le début d'un processus entre la CNSE, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement. Le 30 avril dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement avait donné des instructions afin que les discussions reprennent avec la CNSE. Ce vendredi 3 mai, les deux parties se retrouvent. Une rencontre fructueuse, il y a eu des points d'accord. Nous avons avancé sur les préalables, nous sommes accordés. Et donc, nous allons le lundi pour la rédaction. Souhaitez que je ne rentre pas dans les détails, mais dans tous les cas, vous serez au fur et à mesure informés de ce qui va être fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette étape est passée. Pour la coordination, rien n'est encore gagné. Une étape a été franchie, certes, mais il faudra encore attendre la signature du décret portant revalorisation du statut du personnel enseignant. Je pense que la signature du procès verbal de ce soir n'est qu'une étape du long processus qui doit aboutir à l'adoption d'un décret portant un statut particulier des personnels de l'éducation et de la recherche. Donc c'est juste les préalables qui ont été émis par la CNCE, qui ont été validés. Nous avons discuté autour de ces préalables et nous sommes tombés d'accord sur le contenu de ces préalables et c'est ce qui nous permet d'aller à la rédaction du statut valorisant. Les travaux de rédaction vont donc débuter le lundi 6 mai à Koudougou avec un délai maximum de 21 jours, puis le projet du statut sera soumis au Conseil des ministres. Une autre instruction donnée au dernier Conseil des ministres, c'est l'apurement du dossier relatif à l'indemnité spécifique et à la bonification des échelons. Pour la bonification d'échelons, nous avons traité pour environ 19 000 agents sur 114 agents potentiellement attendus. Donc il reste autour de 81 000 agents. Pour les indemnités spécifiques, sur 74 000 agents, 46 000 ont bénéficié. Il reste environ 38 à 39% des agents. Et pour les indemnités de logement, sur 66 000 agents, 40 000 ont bénéficié à leur reste. Guide du mouvement d'humeur en cours. Ce procès verbal peut-il permettre de lever le mot d'ordre? Il est encore trop tôt pour prendre une décision, confie le coordonnateur national des syndicats de l'éducation. 36e mondial, 5e rang africain et premier en Afrique francophone, le Burkina Faso se porte mieux en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Mais attention, il y a des facteurs nuisibles à cette liberté. Il y a surtout le problème de viabilité des entreprises de presse burkinabé et le contexte sécuritaire non favorable à l'exercice du métier de journaliste. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème de ce 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, médias et élections, dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire au Burkina Faso. Roméo Koïta. Je vous remercie. Une minute de silence en hommage aux pionniers disparus, à ceux qui ont tracé la voie et mené le combat pour une presse libre au Burkina Faso, parfois au prix de leur vie. Le rang honorable qu'occupe le Burkina Faso en termes de liberté de la presse en 2019 leur est aussi dédié ce 3 mai.
Dans le dernier rapport de Reporters sans frontières, le Burkina Faso gagne 5 places au plan mondial, passant de la 41e à la 36e place et reste 5e au plan continental et leader en Afrique francophone. Ce rang honorable est surtout dû au professionnalisme dont fait montre la presse burkinabé, se félicite le ministre de la Communication. L'enjeu majeur, c'est que par la qualité de notre travail, par notre professionnalisme, nous puissions continuer à faire progresser nos médias. Donc je suis satisfait de ce classement-là. Il ne traduit pas forcément le contenu des articles parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, mais de façon générale, il traduit une situation dans laquelle nous avons énormément progressé dans le cadre de vivre ensemble et de l'amélioration de notre travail. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. En dépit de cette avancée fort appréciable, la presse burkinabé fait face à de nombreux défis. Le rapport sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso, produit par le centre de presse Nobel Zango, révèle que l'une des plus grandes menaces à la liberté de la presse demeure la question de la viabilité des entreprises de presse burkinabé et partant des conditions de vie et de travail des journalistes. Et sur cet aspect, le Burkina est encore à la traîne. Pour preuve, la convention collective des journalistes peine à être convenablement appliquée 10 ans après son adoption. À cela s'ajoute la tentative d'intimidation à travers les procès intentés contre des entreprises de médias. Quand vous regardez par exemple sur les questions judiciaires, on a comme l'impression que les procès sont devenus des instruments de vengeance contre les journalistes parce que quand certains portent plainte, les dommages qui sont réclamés sont des dommages effectivement qui relèvent parfois, on se pose des questions de l'intention réelle qui se cache derrière ces revendications. Quand vous demandez 7 milliards à un organe de presse, ça veut dire que toute la presse nationale, je dis bien toute la presse nationale au Burkina Faso, cumulée, il ne peut pas payer 7 milliards. Donc ce n'est pas à un journal qu'on peut demander 7 milliards, sauf si effectivement les intentions sont autres. L'autre menace à la pratique de la profession, c'est le contexte sécuritaire qui rend difficile la couverture des événements qui se déroulent dans les zones en proie au terrorisme. Avec les élections qui approchent, comment encadrer et organiser leur couverture dans un contexte où les journalistes et les populations sont menacés par l'insécurité? Et quelles mesures adopter pour que le conflit communautaire ne remette pas en cause la cohésion nationale? Et dans le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso, nous serons très regardants car nous ne devons pas mettre à mal la cohésion sociale. Les élections à venir ne doivent pas être un moment pour diviser le peuple, un moment pour diviser les communautés. Et c'est pour ça que l'interpellation faite par le thème aux hommes et aux femmes de médias, nous devons ensemble conjuguer nos efforts pour arriver à surmonter ces moments difficiles quand nous voyons les crises post-électorales dans certains pays où nous n'arrivons pas à éteindre le feu lorsque nous les allumons. Ces préoccupations qui font appel à la responsabilité sociale du journaliste sont au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elles seront débattues ce jeudi au cours d'un panel. Voilà. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, là nous sommes en politique, relance sa machine de mobilisation à un an des élections présidentielles et législatives de 2020. L'ancien parti au pouvoir est en tournée nationale. Première étape, la province des Banwa pour redynamiser les structures de base dans les 6 départements de cette province. Le président du CDP, Eddy Komboigo, a prêché le message de pardon, de réconciliation et de paix dans les communes rurales de Kouka et de Solenzo où il a tenu un meeting. Le reportage de Soutou Justin Dabiré. À Djontala, Kouka, Sababounyouma, Bané, Ban, Solenzo, la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est accueillie par une population sortie nombreuse. À Kouka, lieu du premier meeting d'une série de rencontres avec les structures de base du parti dans les Baouans, Eddy Komboigo et sa délégation sont escortés par une foule de partisans à l'entrée du village de Kouka jusqu'au lieu du meeting. Là également, c'est une foule de population qui accueille le président du CDP et sa délégation. La représentante des femmes, des jeunes et des anciens de Kouka ont tous réaffirmé leur soutien au président du CDP, Eddy Komboigo, qu'ils ont appelé à se présenter aux élections présidentielles de 2020. Ils nous ont menti qu'ils ont 18 000 milliards pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils n'ont même pas pu collecter 1 000 milliards. Quelle honte! Certains vous ont dit que le CDP va se venger s'il a le pouvoir en 2020. Retenez que le CDP ne cherche pas le pouvoir pour se venger. Se venger de qui et de quoi?
le CDP cherche le pouvoir pour développer le Burkina Faso. C'est le même message prêché à Solenzo, chef-lieu de la province des Baouans, où les populations sont sorties également nombreuses pour accueillir le président du CDP. Nous avons pris l'engagement au 7e congrès d'aller reconquérir le pouvoir en 2020 avec l'adhésion massive des Burkinabés. Cela suppose que nous allions reconquérir leur cœur, aller à leur écoute, savoir ce qu'ils attendent et l'inscrire dans notre programme, notre offre politique, pour que le jour où nous allons gagner le pouvoir, nous puissions dérouler ce programme politique. Nous ne ferons pas comme d'autres qui ont conquis le pouvoir et qui n'avaient pas de programme, qui ont mis 1 an à écrire un programme et plus de 3 ans après, ils n'ont même pas encore réalisé 10%. La mobilisation, aussi bien à Kouka qu'à Solenzo, nous réconforte. Les gens ont les yeux ouverts. Ils savent où se trouve le problème. Ce n'est pas le CDP, c'est ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils n'ont pas de solution et ils prendront leurs responsabilités. Dans les autres localités où Edi Kombego est passé, il a aussi prêché un message de paix, de pardon, de réconciliation et de cohésion sociale au Burkina Faso. Le message que j'ai reçu me satisfont. Et les messages que j'ai donnés également, c'est des messages d'espoir, d'unité, de mieux vivre ensemble quand on sait ce que notre pays vit aujourd'hui. Et je crois que le message est passé à lire les visages des militants. Je vous remercie. Cette sortie du bureau politique national du CDP vise à redynamiser les structures de base du parti de l'Épi et de la Daba pour la conquête du pouvoir en 2020. Au cours des 3 jours, le président du CDP et sa délégation ont sillonné les départements de Solenzo, de Kouka, de Tansila, de Balavé, de Sanaba et la commune rurale de Prioué dans les Baouans. Sans conteste, c'est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie burkinabé avec 10,6% de contribution à la formation du PIB. Mais le secteur minier est aussi le secteur le plus décrié au sein de l'opinion. Les populations ne perçoivent pas trop les retombées de l'exploitation minière. Les polémiques sont nombreuses. Fonds minier de développement local, charbon fin, réhabilitation de la mine de Kalsaka. Le ministère en charge des mines veut rassurer. Le patron de ce département, Oumarou Idani, était face à la presse ce vendredi. Rémi Lambert n'est bien. Ces 5 dernières années, la production olifère du Burkina Faso a augmenté de 10 tonnes. De 32,5 tonnes en 2014, la production en 2018 a été estimée à 52,622 tonnes. Les mines industrielles emploient directement 9200 personnes et l'exploitation artisanale contribue au revenu de 1 500 000 personnes. En 2018, le secteur des mines a participé à hauteur de 10,6% à la formation du produit intérieur brut avec à la clé 266 milliards de francs CFA de recettes budgétaires. De ce point de vue, les retombées de l'or pour le Burkina Faso ne sont plus à démontrer. Pourtant, au sein de la population, une interrogation reste récurrente. Où va l'argent de l'or? Le Fonds minier de développement local, adopté en 2015 et qui devait contribuer à dissiper ces interrogations par des réalisations d'infrastructures au profit des populations, est décrié par les municipalités. Mais pour le ministre des Mines et des Carrières, la bonne information sur l'alimentation de ce fonds n'a pas été distillée. Pour les anciennes sociétés, il n'était pas question de payer cette contribution au Fonds minier de développement local qu'elles considèrent comme un nouvel impôt. Et elles ont signifié qu'elles étaient prêtes à aller en arbitrage international. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, la position a également été tranchée, à savoir qu'une loi existe, elle doit être appliquée dans toute sa rigueur. Des négociations auraient été entreprises par son ministère et toutes les sociétés seraient maintenant d'accord à verser ce fonds. Plus d'1,8 milliard de francs CFA au titre de l'année 2018 seraient déjà versés par les sociétés minières en guise d'avance. Donc c'est le total des avances données par les différentes mines qui constituent les 1,8 milliard. Et après la signature des conventions séparées, maintenant les mines vont payer leur contribution 2018 et 2019.
Quant au fonds de réhabilitation et de fermeture, son alimentation ne rencontre pas de difficultés, mais des antagonismes entre ministères ont empêché son fonctionnement normal. Oui, il y a eu des discussions chaudes entre le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement, mais à ce jour, ces difficultés sont aplanies. Et nous avons adopté le texte d'administration et de gestion du fonds. La mine de Kalsaka, devenue aujourd'hui un désastre environnemental après sa fermeture, sera réhabilitée. 1,660 milliard de francs CFA seraient disponibles pour les travaux. Quant aux manifestations et autres mouvements d'humeur dirigés contre certaines sociétés minières, le ministre Oumarou Idani invite au respect des principes. Les partis doivent se respecter. Je ne peux pas non plus accepter que n'importe qui se lève pour dire que les compagnies minières, c'est des voleurs, c'est des quoi. Mais ce n'est pas normal. C'est à nous de voter des textes de loi et de règlement et de les faire respecter dans le cadre du partenariat. En 2019, le Burkina Faso ambitionne atteindre la barre de production de 60 tonnes d'or. L'ouverture de 2 nouvelles mines ainsi que la construction de 2 autres sont prévues. Le ministère espère également trouver une nouvelle société pour exploiter le manganèse de Tambao. Les journées nationales de la monétique, elles se tiennent du 10 au 11 mai prochain à Ouagadougou. Initiées par le comité monétique national, ces journées visent à améliorer le taux de pénétration des produits monétiques. Alexis Belemnaba, Roméo Kweta. Les journées nationales de la monétique, un cadre de promotion des produits et services de la monétique. L'initiateur, le comité monétique national, CMN, entend par ces journées améliorer le taux de pénétration des produits monétiques. L'événement, qui bénéficie du soutien de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, est prévu du 10 au 11 mars prochain. Une économie, c'est des échanges, c'est basé sur les échanges. C'est de permettre à ce qu'on puisse faciliter les échanges. Grâce à la monétique, grâce à l'informatique, vous pouvez payer vos factures de Sonabel, de l'ONEA, via des TPE, quelle que soit l'heure de la journée, à partir de nos TPE, à partir demain de nos GAB. Donc, l'électronique, la monétique joue un rôle essentiel dans le développement puisqu'il permet de rendre accessibles les services et il facilite la vie à nos populations. Et pour nous, banques, c'est un point sur lequel on est très exigeant, c'est de servir nos clients, c'est de servir nos populations. Sur cette question de sécurité de la monétique, le président de la fêtière des banques se veut rassurant. Les banques sont là pour combattre la criminalité. Nous avons des systèmes de conformité qui sont très évolués, qui permettent de recouper l'information et de permettre une circulation de la monnaie de la manière la plus légale possible. Vous savez que les banques aujourd'hui sont très républicaines et sont très contrôlées, heureusement, par la Banque centrale. Et nous faisons en sorte que toutes nos opérations soient des opérations qui soient conformes et qui répondent aux obligations, que ce soit les obligations légales, que ce soit les obligations réglementaires, que ce soit les banques, les obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Après plus d'une décennie, force est de convenir que l'utilisation des cartes bancaires, à l'image du taux de bancarisation, reste relativement chétif. Le défi de la modernisation des systèmes et moyens de rétribution reste à relever. Les banques et établissements financiers veulent notamment promouvoir l'interopérabilité et l'inclusion financière. 3 ans de mise en œuvre pour le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. Tout se passe bien dans les zones d'intervention, confie le Conseil consultatif national. 85% de taux de réalisation des activités avec un impact certain sur les populations. L'heure est maintenant au bilan. Arsène Konitamde. Le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive est un projet qui vise à mettre spécifiquement les femmes et les jeunes au cœur de la gouvernance locale et du développement durable. Après 3 années de mise en œuvre, il est passé au peigne fin par le comité consultatif national. Ce comité est une instance de concertation regroupant plusieurs acteurs, dont les autorités et les communautés locales de la zone d'intervention du projet. Réunis à Ouagadougou ce 30 avril, les acteurs vont entre autres examiner et valider les grandes orientations du projet.
il y a des objectifs pour nous permettre d'atteindre l'ensemble de ces axes stratégiques que nous avons définis dans le document de projet. Alors, et le constat sur le terrain est que, effectivement, les populations des zones où le projet intervient se sont appropriées le projet. Alors, les ambitions du comité, c'est de pouvoir valider les documents du projet, donc le rapport d'activité de l'année 3 du projet, et aussi jeter un regard sur le programme d'activité de l'an 4 du projet. Le projet est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre conjointement par l'entraide universitaire mondiale du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale. Il n'est pas sans savoir que le Canada est quand même parmi les premiers investisseurs au Burkina, essentiellement liés donc à ces compagnies minières qui sont au Burkina, qui contribuent déjà au développement économique de tout le pays. Et il est de bon temps aussi qu'au niveau local, il y ait des appuis pour pouvoir renforcer les capacités des autorités au niveau local et aussi des populations à la base. Et tout ceci contribuant vraiment à améliorer la qualité de vie dans les communautés. Le taux de réalisation des activités du projet à l'an 3 est de 85%. De quoi rassurer les premiers responsables sur la suite des activités et son impact sur les bénéficiaires. C'est aussi plus de 1500-2000 personnes que nous avons formées dans divers domaines. C'est le centre de formation de Bagassi que nous avons pu redémarrer en collaboration avec la mairie et la société minière Roxgold pour former une première promotion de 30 apprenants en mécanique agricole et en électricité solaire. Le projet est mis en œuvre dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée. Au Burkina Faso, le projet intervient dans 2 régions, les Hauts-Bassins et la boucle du Mouhoun. Au total, 7 communes regroupant 112 villages sont concernées dans ces 2 régions. Des journées portes ouvertes pour découvrir de l'intérieur le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel. Le CNASA, c'est 20 ans au service de l'action culturelle et ça se fête. Les festivités sont prévues du 10 au 12 mai prochain. Plateau live, cérémonie d'hommage et exposition vont constituer les temps forts de cette célébration. La direction générale était face à la presse hier. Rémi Lambert n'est bien. Il fut d'abord la période où il grouillait du monde. C'était au début de sa création en 1999 et il fut le berceau du printemps du hip-hop burkinabé. Puis vint le temps de la léthargie, époque pendant laquelle le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel CNASA a frôlé la fermeture. Une période sombre qui fait que ce 20e anniversaire sonne comme une renaissance. Aujourd'hui, le CNASA possède une salle polyvalente couverte de 600 places, un studio d'enregistrement audio numérique, un espace aéré, une salle de répétition et des ensembles artistiques nationaux. Il se repositionne comme un centre de promotion de la culture burkinabé. Je suis content que ça soit aujourd'hui l'une des salles, sinon la salle la plus fréquentée de Ouagadougou. Si on n'aurait jamais cru qu'on pouvait faire un spectacle à 10 000 francs dans cette salle, c'est qu'elle répond à un minimum de normes. Vous savez, je vais vous donner un exemple pratique. Quand j'ai pris cette salle, il n'y avait même pas de coulisses. Et les gens, ils attendaient au dehors. Ouais, pas bilan, mais en tout cas, le constat est que visiblement, voilà, les gens sont, on va dire, contents. Mais il reste beaucoup à faire. 20 ans durant, le rayonnement du ballet et de l'orchestre national a incombé à cet établissement public de l'État. Et là aussi, les choses sont dans une phase de renaissance. Dans le cadre de la redynamisation de cette entité-là, j'ai initié, entre autres, c'est vraiment fait d'une pierre deux coups. J'ai initié ce qu'on appelle une émission de télévision qu'on appelle SAR en live. Et les artistes sont accompagnés par l'orchestre national renforcé. Parce que, comme je dis, l'orchestre national, quand j'arrivais ici, de toute façon, ça faisait un bon moment qu'on n'en parlait pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Parce que l'orchestre même, je vous dis techniquement, par exemple, il n'y a pas de bassiste, il n'y a pas de clavier. Donc, voilà. Et donc, du coup, l'orchestre national
reprendre du poil de la bête en accompagnant les artistes burkinabés. C'est une nouvelle ère qui débute donc pour le Sénasa 20 ans après sa création. Et pour son directeur général, le plus grand défi reste sa gestion par ses usagers. On a mis des poubelles, rien à faire, les gens se mouchent, je ramasse des cacahuètes ici, des sachets d'eau. Quand il y a des organisateurs de spectacles qui sont capables de ramasser des sièges pour venir mettre dans les couloirs d'évacuation, je vous dis c'est dangereux. Une fois de plus, que depuis le producteur du spectacle jusqu'à l'usager, les gens prennent conscience que c'est un outil dont on doit prendre soin. J'aime bien dire ça. La stratégie de la terre brûlée, ça ne porte pas. Les 20 ans du Sénasa seront célébrés à travers des plateaux live, une exposition de produits culturels et une nuit d'hommage durant laquelle le Sénasa fera revivre Nick Dambi, Amadou Balaké et Kwamba Lankwande. À l'étranger, au Bénin, la répression est montée d'un cran depuis le début des manifestations contre les résultats issus des élections législatives. Le dernier bilan parle d'au moins 2 morts dans ces violences post-électorales. Ce vendredi, le calme semble revenu à Cotonou, plus précisément dans le quartier de Kadjewoun où se situe la résidence de l'ancien président Boni Yayi. Au Bénin, une des victimes des affrontements qui ont opposé mercredi des policiers à des manifestants est décédée jeudi à l'hôpital. La femme a succombé à ses blessures dans la matinée. Les médecins ont également dit qu'un autre homme avait été amené à l'hôpital blessé par balle dans le dos. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. C'est l'un ou l'autre. Il reprend les élections avec tous les partis en lice et nous verrons si le peuple approuve ces méthodes ou il reprend et le peuple n'approuve pas et il tire les conclusions. Nous sommes pacifiques et que le Bénin gagne. Nous ne sommes pas d'accord que le talent puisse tuer notre démocratie comme ça. On n'est pas d'accord. Il ne pourra pas tuer notre démocratie. La démocratie, pour nous, elle est chère pour nous, à la population. Là, lui-même, il l'a reconnu. Dans une interview à faire sur RFI, il l'a reconnu. Les protestations se sont poursuivies jeudi avant que l'armée béninoise et la police ne viennent déloger par des tirs d'armes automatiques des centaines de manifestants qui entouraient la résidence de l'ancien président Boni Yayi, selon une source au sein de la résidence et une vidéo visionnée par l'AFP. Le Bénin où on apprend la disparition de 2 touristes français avec leur guide dans le nord du pays. Ils étaient en vacances dans le parc national de la Pendjari, proche de la frontière avec le Burkina Faso. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, Eric Soudré sera là pour le journal à langue nationale Morée. Et puis à 21h, c'est toute l'actualité sportive que vous allez retrouver avec John William Sonda. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.